passage de la vie active à la retraite est bien loin d'être anodin. Et avec mes invités, nous allons découvrir comment ils ont chacun à leur manière abordé ce virage, quels sont les pièges qu'il faut déjouer, comment ils profitent de cette nouvelle existence, mais aussi comment ils l'ont ou non préparée. Marie-Ève Goldberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au magazine Notre Temps. Est-ce que les retraités d'aujourd'hui sont très spécifiques? Est-ce qu'ils sont différents des retraités d'avant? Alors d'abord, les retraités d'aujourd'hui sont sans doute plus jeunes dans leur tête et dans leur corps que les retraités d'il y a quelques générations. Et puis on voit arriver à la retraite ces enfants du baby-boom, c'est ceux qui avaient 20 ans ou autour de 20 ans en 1968, qui étaient épris d'insouciance et de liberté. Voilà, ce sont ceux-là qui arrivent aujourd'hui à la retraite. On les qualifie souvent d'hédonistes, mais à tort, parce qu'en réalité, ils sont assez mal à l'aise avec cette idée d'hédonisme. Et en plus, ils ont beaucoup de responsabilités. Oui. Des deux côtés. Des deux côtés, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont souvent des grands-enfants qui ont un peu de mal à s'insérer dans la vie active. Qu'il faut aider encore. Et qu'il faut aider financièrement. Et puis, ils ont également des parents vieillissants qui peuvent parfois devenir dépendants. Et là aussi, qu'il faut aider. Donc, ils deviennent aidants de leurs parents ou alors ils réfléchissent à la manière de les placer en EHPAD. Enfin, voilà, ils s'occupent des plus jeunes et des plus âgés. Donc, on est assez loin de l'insouciance, effectivement. En général, quand on pense retraite, on se dit qu'on va pouvoir enfin assouvir sans contrainte une passion. C'est votre cas, en tout cas, Serge Girard, bonsoir. Bonsoir. Tout en menant une vie professionnelle bien remplie, vous étiez conseiller financier, vous aviez une passion pour la course à pied, que vous avez découvert tard d'ailleurs, j'ai découvert à 30 ans. C'est exact, à 30 ans. Ce qui laisse quand même beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens. Et du coup, le moment du passage à la retraite a été l'occasion pour vous d'accomplir un grand projet. C'était quoi ce projet hallucinant? Celui de faire un tour du monde. Un tour du monde, donc ça prend beaucoup de temps, il faut du temps. Mais un tour du monde, bien sûr, pas en avion. Bien entendu en courant. Oui. Donc voilà, donc ça a été l'occasion pour moi, c'est sûr, de partir plus d'un an, 14 mois. Oui. Et c'est vrai que quand on a une activité professionnelle, on ne peut pas le faire. Donc ça a été vraiment l'occasion d'aller au bout de cette passion. Alors vous êtes parti quand? Alors je suis parti donc au mois de janvier 2016 pour terminer en avril 2017 exactement. Vous étiez un jeune retraité à ce moment-là? Jeune retraité puisque je suis passé à la retraite en 2015, donc oui, un an d'accord. avant. Le temps de peaufiner tout ça, vous partiez. Tout à fait. D'accord. Et donc, ce qui était intéressant aussi, c'est justement de ne pas avoir cette rupture, parce que cette passion, je l'avais depuis longtemps. Donc, oui, parce que vous aviez déjà fait des courses, déjà des défis. Hein. Tout à fait, des traversées de continents. Et là, ça m'a permis justement d'avoir cette transition en douceur, si je puis dire, dans le passage à la retraite, et surtout de consacrer encore plus de temps à ma passion. Donc, c'est vrai que ça a été un passage, pour moi, très très simple. Et donc, 4 continents? 4 continents, 26 000 km. Tous les jours, 2 marathons, quoi, pratiquement, un marathon et demi? Un petit peu moins, 70 km donc tous les jours. Ouais. Voilà, mais surtout aussi une découverte du monde, aller à la rencontre de l'autre, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Vous prépariez ça depuis longtemps ou pas, ce défi-là particulier? Oui, dans ma tête, puisque avant je traversais les continents les uns derrière les autres. Ce qui est simple, ça. Non, ce qui est simple, parce que surtout, ce qui demande moins de temps, surtout. Oui, mais celui-là, par contre, oui, il fallait plus de temps. Oui. Et c'était aussi un rêve d'enfant. Alors, je ne savais pas que j'allais le réaliser en courant, mais un rêve d'enfant, faire le tour de la planète sur laquelle on vit, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Rêve préparé et un peu avec la participation de la famille ou pas? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, mon épouse, bien sûr, qui est kinésithérapeute. Alors, j'ai joint l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile. Je ne sais pas dans quel sens exactement. Donc, bien sûr, non, c'est un projet en famille. Et puis là aussi, chose extraordinaire, donc, un de mes fils, Thomas, qui a 28 ans et donc qui a participé pendant 9 mois à ce tour du monde et qui m'a supporté, aidé. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, c'est très fort aussi. Donc, c'est un moment exceptionnel. C'était presque un besoin vital ou pas d'accomplir ce rêve? Oui, tout à fait. Donc, c'est un épanouissement parce que, encore une fois, on parle souvent de la planète, mais en faire le tour, je ne veux pas dire que c'est un aboutissement parce que c'est une connotation de fin, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, pour moi, ça ne sera pas la fin, entre guillemets, de ma carrière, mais c'était un point important, quoi. Il y a d'autres défis qui s'annoncent ou pas? Oui, celui de toujours mettre un pied devant l'autre, mais on parle d'équilibre aussi, mais je crois que l'équilibre psychologique dépend aussi beaucoup de l'équilibre physique, et j'aurai toujours besoin de faire ce sport, d'aller à la rencontre des autres. Donc il y aura d'autres projets, j'espère. Vous voulez dire par là que c'est plus le défi et la réussite, c'est presque plus le mental que le physique? Tout à fait, et c'est pour ça que souvent dans le physique, on a des limites, dans le mental, on n'en a absolument aucune. Et là, ce que je fais, courir à 9 km/h... Enfin, moi, si je vais faire un marathon, c'est le physique qui m'arrête, hein, c'est pas le mental. Ça dépend, parce qu'il y a un moment où vous allez repartir, même si vous avez mal, vous allez repartir. Non, on est dans le mental. Autant quelqu'un qui va courir à 20 km/h, il lui faut des prédispositions. Moi, pas du tout, c'est quelque chose de mental. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le mental, c'est ouvert à tout le monde. Et juste une chose, en courant, on a le temps de rencontrer des gens?
Ah oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on a plus le temps en marchant, en courant. C'est pas un obstacle, en tout cas. C'est pas un obstacle, parce que moi qui cours doucement, et puis en plus, c'est même une facilité dans la mesure où, si vous voulez, à pied, vous n'êtes ni une proie ni un danger. Les rencontres sont tellement facilitées, et c'est peut-être ça la vraie richesse d'un tour du monde, c'est pas la performance physique, c'est surtout la performance d'aller à la rencontre des autres et s'ouvrir sur le monde. C'est quelque chose de fabuleux. Béatrice Fossé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la retraite depuis près de 2 ans. Oui. Votre passion, vous, c'était pas la course, c'était la peinture. Exactement. Voilà. Que vous faisiez peinture et sculpture en même temps que votre vie professionnelle, toujours. Oui, tout à fait. À quel rythme vous faisiez ça? Vous arriviez à dégager du temps dans votre vie de tous les jours quand vous travaillez encore? Surtout les 2 dernières années où j'ai pu travailler à 4/5e. Je consacrais le mercredi effectivement à l'activité artistique. Mais déjà, vos collègues de travail vous disaient que vous devriez arrêter pour faire ça à plein temps. Oui, oui, parce que j'avais eu l'occasion de faire des expositions au sein de mon entreprise et ils me disaient que j'étais assez douée en peinture. Quelquefois, d'ailleurs, ça m'arrivait de rencontrer quelqu'un qui me disait je me souviens plus de ce que tu fais, mais en revanche, j'ai vu tes tableaux et je les trouve très bien. Et du coup, aujourd'hui, vous arrivez à dégager beaucoup de temps pour ça? Oui, alors je ne fais plus que seulement, je fais toujours de la peinture, mais je fais aussi de la céramique. Et... Vous avez appris la céramique? Oui, parce que le travail de l'émail me plaît aussi, parce que moi, ce que j'aime, c'est le jeu des couleurs. Donc, d'accord. Oui, donc en plus de la peinture à l'huile, je fais aussi de la céramique. Et puis en même temps, cette passion pour l'art, vous vouliez la partager? Oui. Une fois à la retraite. Donc comment vous êtes arrivé à concilier ça, le besoin d'aller vers les autres et d'aider les autres et de leur apprendre ça, et votre passion? En donnant des cours de peinture aux apprentis d'Auteuil. Oui. C'est quel type d'enfants que vous rencontrez du coup? Des jeunes qui ont eu une enfance très difficile, donc souvent des ados, qui ont eu un problème de concentration, donc difficile de les retenir plus d'1 heure. Oui. Mais donc, il faut trouver quelque chose d'assez vivant, par exemple du street art ou du pop art. Oui, bien sûr. Et puis après, on n'est pas sûr de les revoir au cours suivant. Mais enfin, on essaye parce qu'on a l'impression... Enfin, j'avais l'impression qu'ils passaient un bon moment. Oui, globalement, vous avez l'impression que ça les apaisait un peu? Oui, ça les apaisait. Vers autre chose? Oui. Mais c'est vrai que c'est délicat parce qu'ils ne sont pas tenaces et puis pas persévérants. Donc, ils ont des gros complexes en disant ce que j'ai fait, c'est pas très bien. Et puis, j'étais pas sûre de les revoir la fois suivante. Et ils reviennent quand même? Pas toujours, mais bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que... Et puis vous occupez aussi d'une autre association, Télémac? Oui, effectivement. De quoi s'agit-il alors? C'est une association qui avait été créée pour pouvoir favoriser le fait de passer aux études supérieures à des collégiens qui sont dans des banlieues défavorisées, qui peuvent avoir un grand talent pour l'avenir, pour réussir des études. Oui, et là aussi, vous essayez de leur ouvrir l'esprit à travers la culture, à travers la peinture? Oui, parce qu'il n'y a pas seulement les études, il y a aussi effectivement l'éveil culturel, l'éveil au monde, la communication. Et c'est tout un travail de discussion avec eux sur l'avenir et puis de pouvoir commenter ce qui se passe à l'école, mais ce qui se passe aussi dans l'actualité, ce qui se passe dans le monde artistique, leur faire visiter des musées. Et vous ne vous occupez pas que des jeunes? Non, je m'occupe aussi effectivement des seniors. Oui. Effectivement, parce que je suis accompagnatrice de sorties culturelles et aussi de voyages. D'accord. Donc ça, c'est aussi enrichissant. C'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes contacts. Oui. Mais bon, et vous avez besoin justement de ces 2 horizons différents? Oui, c'est assez complémentaire. Marie-Ève Gualbert, là, quand on entend, en tout cas, nos 2 invités, on a l'impression quand même que les retraités d'aujourd'hui, peut-être plus que leurs aînés, sont vraiment dans la réalisation de leur passion, de leurs rêves. Alors c'est vrai que, en général, les personnes qui partent à la retraite ont réfléchi à un projet. Parfois, elles ont une passion qui était en sommeil durant leur activité professionnelle, et là, donc, elles peuvent, y donner libre cours. Alors, c'est pas toujours facile non plus de consacrer du temps ou tout le temps souhaité à sa passion. Les premiers freins, c'est la famille, quand même. Quand on est justement cette génération pivot. Si on est aidant effectivement d'un parent Alzheimer, c'est sûr que ça. Ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Ça prend beaucoup de temps. Maintenant, c'est vrai que si on s'accorde du temps pour soi et pour cette passion, souvent, ça facilite le passage. On voit bien pour ces 2 personnes que, du coup, le passage, il a été relativement fluide. Mais c'était quelque chose qu'ils faisaient déjà l'un et l'autre. Avant, on entend souvent, effectivement, des futurs retraités dire il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire parce que je travaillais beaucoup. Par exemple, je n'ai pas eu le temps de lire, etc. Dès que je serai à la retraite, je vais lire tout
ce que je n'ai pas lu. Ça se passe comme ça dans la réalité ou pas? Pour certains, oui, bien sûr, ça se passe comme ça. Après, il y a une chose auquel les retraités tiennent vraiment beaucoup, c'est s'occuper de leur famille. Donc, on voit même des grands-pères qui estiment qu'ils n'ont pas passé suffisamment de temps avec leurs enfants. Alors, ils compensent en s'occupant énormément de leurs petits-enfants. Vous dites grand-père parce que les grands-mères, ils s'en sont toujours occupés? Peut-être plus, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oui. Et puis, sinon, il y a quand même des retraités qui vont découvrir de nouvelles activités aussi à ce moment de la retraite. Alors, bon, la lecture, mais aussi des activités artistiques comme Béatrice, pourquoi pas. On va revoir un extrait du documentaire. C'est le témoignage de Nicolas, qui est un tout jeune retraité de 4 mois. Il était médecin réanimateur. Écoutez-le. J'ai promené mon téléphone dans ma poche pendant 42 ans, H24, matin, midi et soir, dimanche et fête, aux toilettes en vacances, au resto. Et d'un coup d'un seul, ça s'est arrêté. Eh bien, je vais vous dire un truc, hein. Ça fait drôlement bizarre. Drôlement bizarre. Alors, Bénédicte Poussard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris votre retraite en 2 étapes. On va voir ce qui s'est passé. La première fois, donc, vous aviez 60 ans. Ce sentiment de vide, là dont parle Nicolas, vous l'avez ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout voulu envisager la retraite. Oui. Donc, j'étais sidérée. On m'en parlait vaguement au bureau. Mais pour moi, ça ne me concernait pas. Vous avez un métier qui vous plaisait? J'avais un métier qui me plaisait. Je m'étais épanouie pendant 20 ans dans cette entreprise. Ouais. Et je n'envisageais pas une seconde de la quitter. Bon, il s'est passé que je me suis retrouvée avec une personne, enfin un secrétaire général différent et nouveau et jeune, qui a voulu tout changer. Et moi, je ne voulais pas changer parce que je considérais que ma méthode était la bonne. Petite histoire, il est quand même revenu à certaines choses que je soutenais. Bon, ça fait du bien. Mais ça, bon. ça fait du bien. Mais c'est la petite histoire, voilà. Mais D'accord. il y avait tout à fait il y a eu une passerelle de 2 ans où une loi a été votée qui voulait favoriser les femmes et qui en fait les défavorisait d'une certaine façon. C'est qu'on pouvait prendre sa retraite avant 65 ans, les femmes par leur choix, et les employeurs aussi. Ça n'a duré que 2 ans. Mais il y avait cette tranche, et comme nous étions vraiment un peu en guerre tous les deux, la brèche était là, il a foncé dedans, et je me suis retrouvée dans le trou. Ouais. Enfin, dans le trou, n'exagérons rien, parce que ça s'était remarquablement passé avec l'entreprise. Donc mon départ s'est remarquablement passé également, mais je ne l'ai pas digéré quand même. Donc j'ai toujours dit, j'ai été mise en retraite, c'est vrai, mais moi je disais, j'ai été virée. On me disait, tu charries vraiment de prendre cette... Donc je l'ai vécu comme ça. Donc vous êtes retrouvée, en fait, c'était en septembre? Alors je me suis retrouvée... Non, on m'a prévenu en juin, mais il y avait les vacances, j'avais les enfants, j'avais petits-enfants, non même pas petits-enfants, à l'époque enfants. Et donc, je me suis retrouvée en septembre, quittant l'entreprise en septembre. Oui. Et avec là, un grand vide devant vous, là. grand vide devant moi. Alors, j'ai pas de souvenir très précis. Il m'a été posé la question. Ça s'est passé comment le premier jour? J'en ai aucune idée. Mais je sais que je me suis retrouvée en ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Oui. Bon, alors j'ai passé 3-4 mois. Alors, je me suis inscrite à des cours de golf, à n'importe quoi. Mais vous sentiez quoi, du coup? Vous sentiez inutile, vide Plutôt rien. Rien, c'est ça, d'accord. Je n'ai pas ressenti grand-chose. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment je me retrouve comme ça? Et puis, j'ai eu un coup de chance extraordinaire. Vous avez commencé à travailler. C'est que j'ai un ami qui m'a dit, tiens, mais mon frère, que je connaissais par ailleurs, cherche une juriste. Bon, on s'est rencontrés, ça a marché. Et je suis repartie. Alors, à partir de là, bon, ça s'est passé en février-mars. Oui. Mais à partir de là, je savais que je reprenais en septembre. Ma vie était de nouveau organisée, donc tout allait bien. C'était un mi-temps. Parfois, ça a été un 3/4 de temps, mais enfin, voilà. Oui. Et tout s'est admirablement passé. Mais en rentrant, je lui ai dit, il y a qu'une chose que je te demande, c'est quand tu voudras te séparer de moi, quand tu veux, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai l'âge où je peux être en retraite, puisque je serai retraitée salariée d'ailleurs, mais tu me préviens en décembre, parce que je veux m'organiser, je ne veux pas me retrouver... Parce que l'inconvénient de prendre sa retraite en juin, si j'ai un conseil à donner, que vous puissiez la préparer à partir de décembre. Pour ensuite partir en vacances tranquille. C'est ça, mais être inscrit à différentes choses, avoir organisé différentes choses. En septembre, il y a tout l'emploi du temps qui est rempli, et puis comme on le veut, beaucoup, pas beaucoup, mais la vie est organisée. Et donc à 65 ans, vous avez pris votre retraite. Et à 65 ans, en décembre, on m'a dit... Avec de l'organisation. Exactement, et donc je n'ai pas suivi tout ce que j'ai commencé, j'ai pris d'autres choses, mais enfin bon, tout s'est remarquablement passé.
À partir de ce moment-là. Voilà. Marie-Ève Goldberg, c'est quand même, pour certains, un deuil d'un pan de la vie quand même. Hein. Alors moi, je dirais pour tout le monde, pratiquement pour tout le monde. C'est vrai que quand on s'est beaucoup investi dans sa vie professionnelle jusqu'au bout et que ça s'est bien passé, on n'a pas forcément envie de passer à autre chose. Par ailleurs, le travail dans un monde qui bouge, il se passe plein de choses, il y a des divorces, des recompositions familiales. Dans ce monde-là, finalement, le travail, ça structure, c'est une constante, ça structure un peu comme une colonne vertébrale. Et finalement, quand cette colonne vertébrale n'existe plus, effectivement, on peut ressentir ce sentiment de vertige. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a, je crois, 11% aujourd'hui des retraités qui cumulent leur retraite avec un emploi. Il y en a qui ont besoin aussi financièrement. Il y en a qui ont besoin aussi financièrement. Et puis, il y a aussi ces retraités qui vont être dans le partage d'expériences. Et donc, ils vont non pas continuer à travailler, mais transmettre ce qu'ils savent faire, voilà. Et du coup, ils quittent un petit peu moins leur univers ou leur ancien univers professionnel. On va voir ça aussi avec Daniel dans quelques instants. Vous avez quand même, du coup, continué, vous êtes investi pour aider les autres. Alors, à partir du moment où j'ai pris vraiment votre deuxième retraite, ma deuxième retraite, bon, j'avais tout préparé, donc effectivement, j'ai commencé. J'avais un souci de me recultiver un peu parce qu'avec 3 enfants et un job assez prenant, j'avais pas eu le temps. Donc, je m'occupe d'une association culturelle, et puis je voulais m'occuper des autres. Donc, d'abord, je me suis occupée d'un petit-fils qui venait d'arriver. Mais qui est parti rapidement à New York. Donc là, j'ai dit, je vais m'occuper d'enfants. Et je suis allée à Necker, où je m'occupe des enfants malades un jour par semaine. Dans l'association Main dans la main solidaire, dans l'association Main dans la main solidaire. On est un peu le relais des parents. On prend enfin, là, moi, je suis dans les consultations parce qu'on prend quand même l'engagement de ne pas être absent plus de 10 jours par an. Il n'y a pas de vacances scolaires, forcément. Les enfants malades n'ont pas de vacances scolaires. Et donc, ça demande une présence, un véritable engagement. Et là, je suis dans les consultations d'Imagine, qui sont les maladies génétiques, les maladies orphelines. Et donc, on aide, soit on s'occupe des petits pour les distraire en attendant les consultations, parce que parfois ils attendent 1 heure, 2 heures, tout dépend. Soit ce sont les parents qui ont un stress et qui sont contents de parler. Donc, soit les 3 quarts du temps, je fais jouer les enfants, et sinon, je parle avec les parents. Et souvent, les parents sont pris seuls et ils sont contents de nous confier les enfants pour entendre plus tranquillement ce que disent les professeurs sur le cas de leur enfant. De Stanislas Lyonnais, qui est effectivement dans Necker pour les maladies génétiques. Absolument. On a l'impression, Marie-Ève Goldberg, que quand même, en tout cas quand on vous entend, que pour réussir sa retraite, il faut quand même la préparer. Il faut la préparer, exactement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils l'ont préparée, mais en réalité, ils n'ont accompli que les démarches, qu'un petit bout du chemin, exactement, parce qu'ils ont accompli toutes les démarches, rempli tous les papiers, fait le calcul de leur pension. Mais effectivement, ça ne suffit pas. On peut pas éviter de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire du temps qui reste. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, les personnes de 60 ans ont en moyenne encore 25 ans de vie devant elles. Donc forcément, quand on part à la retraite, entre 62 et 65 ans, voilà, on a encore de belles perspectives qui s'ouvrent. Donc il faut préparer. Alors il y a plein de façons de préparer. Il y a même des entreprises qui proposent des stages de préparation à la retraite, des caisses de retraite aussi qui en proposent. Et puis ce que disait Madame, effectivement, est assez juste. Nous, les psys que nous rencontrons conseillent souvent de partir avant l'été. Comme ça, on a un projet de vacances et puis on enchaîne ensuite avec des activités. Donc voilà, le passage se fait davantage en douceur. Oui, c'est ce que vous disiez. C'est dans ce que j'ai lu, votre premier été, où vous n'aviez pas le décompte en permanence comme on a l'été, de se dire voilà, il n'y a plus que 5 jours, 4 jours, 3 jours avant de reprendre le travail. J'étais ravie de rester 2 mois en sans vacances. Compter. Sans compter, sans me dire dans 10 jours, dans 5 jours, 3 jours, je reprends. Daniel Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jeune retraité de 71 ans. Est-ce que vous l'avez préparé, ce départ à la retraite? Comment ça s'est passé? Absolument, parce que c'est une phase importante. La retraite fait partie d'un cycle de vie. Et il y a des peurs, parce que l'être humain a toujours des peurs, de peur du vide, de peur du lendemain. Donc il est bien évident, il faut être honnête, la retraite, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais eu tout ce temps passé très actif, et me dire peut-être ça va s'arrêter du jour au lendemain.
Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que l'entreprise qui m'employait m'a dit, écoute, tu peux te mettre à mi-temps, en fait 120 jours par an, pour monter la fondation de l'entreprise et aller vers ce que tu aimes, c'est aller vers les autres. Parce que pour moi, si l'être humain existe, c'est parce qu'il y a d'autres êtres humains. Et que la retraite, vous aviez peur de ne plus aller vers les autres? Non, c'était surtout bon de rester dans peut-être votre sans fauteuil, rien à rien faire. faire. Mais j'avais pris plein de dispositions. Oui. J'ai pris des cours de golf pour aller jouer au golf. J'y arrivais pas n'importe comment parce que j'étais toujours en mission. Je suis rentré au Lions Club pour dire je vais donner de mon temps, puisque là on donne de son temps et c'est extraordinaire. Donc j'avais mis tout en route. Et en fait j'ai fait 6 ans au niveau de la fondation d'entreprise. Et puis j'estime que lorsqu'on a des cheveux blancs, lorsqu'on prend l'embonpoint, on va dire, je vais faire aussi sportif, c'est une question d'image. Pour une entreprise, elle ne peut pas garder, il faut une belle image, il faut une image, non pas que je ne sois pas dynamique, mais l'image est importante. Donc j'ai décidé, j'ai prévenu mon président que je partirais en fin d'année dernière, donc fin décembre. Et aujourd'hui, je fais ce que j'ai toujours fait, c'est m'occuper des autres et surtout de faire des jeunes du coaching. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Alors le coaching, c'est de s'occuper de ces jeunes qui sont en classe de seconde, de première, de terminale, voire de prépa, et de leur expliquer qu'il faut qu'ils aillent vaincre leur peur. C'est-à-dire qu'ils puissent s'adresser aux autres sans contrainte de leur corps, sans contrainte de leur voix, qui s'expriment. Donc on a monté au niveau du Lions Club un concours d'éloquence qui fonctionne très bien, où nous avons des jeunes sur toute la France. Moi je m'occupe que d'un district, c'est-à-dire tout l'Est parisien, ça va 91, 77, 93, 94. Ça vous prend beaucoup de temps? Ah, ça prend beaucoup de temps, mais c'est merveilleux. Parce que quand vous avez des jeunes à coacher, il faut passer du temps avec eux. Et un jeune qui a vraiment besoin de vous, pour préparer son concours, ça va être 15 heures, 20 heures, avec une seule personne. Si vous en avez 15, si vous en avez 20, vous en avez 30, imaginez le nombre d'heures que vous passez avec eux. Mais vous ne passez pas d'heures avec eux. Vous prenez tellement de plaisir à recevoir autre chose, parce qu'on a toujours intérêt à réapprendre ce qu'on a appris et à apprendre à réapprendre. Moi, c'est mon slogan, c'est de dire on est toujours en train d'apprendre à réapprendre. C'est quand même un peu votre histoire. Vous avez commencé, vous aviez un CAP, c'est ça, au départ, et vous avez fait des études plus tard. Après, vous êtes. J'ai passé ma vie à apprendre. Moi, je suis un autodidacte pur et dur. Un CAP de typographe, vous savez, typographe, bon, c'était un vieux. Et alors, j'ai cumulé tous les métiers qui se sont éteints. De typographe, après, je suis passé dans l'électronique, mais d'électronique avec les circuits imprimés, c'est tombé. Les arts graphiques, au niveau du dessin, c'était de la décalcomanie, c'est tombé. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans le bonheur, dans la jardinerie. J'ai terminé dans la jardinerie. Ça, c'est vraiment le bonheur, parce que être jardinier, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais c'est vrai que c'est un cycle, toujours apprendre. Je suis allé comme un jeune de 16 ans, à plus de 30 ans, j'avais une famille, aller apprendre l'anglais, parce qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, parce que je me disposais à un métier international dans cette société. J'ai terminé directeur général commercial de cette entreprise. Je me suis donné un coup d'éperon, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit je ne vaux pas grand-chose. J'avais 45 ans et je suis allé faire un master HEC. Et au départ, vous vouliez être danseur professionnel? J'aurais aimé. Ah, vous auriez aimé. C'est ce que je dis, vous vouliez. Mais c'est extraordinaire ce que vous dites. Parce que quand on me pose cette question, j'ai dit, mais j'aurais aimé être danseur. Mais vous voyez le physique quand même. Vous voulez dire qu'il est plus près d'elle? Oui, c'est sûr. Mais c'est une passion, la danse. Je dirais que c'est tellement beau. J'aurais aimé danser. Et j'aime bien danser. Mais pas du classique. Avant qu'on parle de la retraite et de la vie de couple, vous mentionnez quelque chose d'important, qui est le pot de départ. Il faut le faire. Oui, c'est vrai que c'est une tradition qui tend à disparaître ou à être un peu moins fréquente, surtout quand un salarié a eu une vie professionnelle qui s'est plus ou moins bien terminée. Toutefois, le pot est quand même le moment où, alors si c'est l'entreprise qui l'organise, donc il y a toujours un directeur, un manager qui fait un discours, ça permet quand même de faire un bilan de carrière,
avoir une certaine satisfaction en voyant tout ce qu'on a fait, et puis aussi que cette satisfaction soit publique, voilà, devant tous ses collègues et devant l'entreprise. Et puis j'ai envie de dire que même si l'entreprise n'organise pas votre pot de sortie, ça peut être pas mal de le faire soi-même, parce que justement on fait ce petit bilan, on dit au revoir aussi. Oui. C'est un peu un cycle qui se termine, et c'est presque le premier jour de la nouvelle vie finalement. Alors le pot de départ, est-ce que vous l'avez fait ? Non, j'ai pas fait de footing de départ, moi, mais je vais y penser quand même, je vais y penser. Non, j'en ai pas fait du tout. Non. Pot de départ ? Oui, j'ai fait un pot de départ et ça m'a fait beaucoup bien. Que vous aviez bien. organisé, vous ? Oui, que j'ai organisé, tout à fait. Et c'était bien moralement, c'était important ? Oui, c'était bien. Et puis j'ai eu un discours d'un manager que j'avais depuis peu de temps, mais qui était très sympa et très vivant, très, très drôle. Donc je suis partie dans de bonnes conditions. Oui. Au départ, vous avez pu aplanir un peu certaines choses ? C'est beaucoup plus. J'aurais préféré que vous ne me posiez pas la question. Oui, mais j'aime bien poser la question. J'en ai fait un superbe dans mon premier job où je suis partie au bout de 10 ans. Et dans le deuxième où j'ai adoré le truc, ben non, j'ai pas voulu. J'ai mis un mot sur l'ordinateur pour dire au revoir à tout le monde. Et vous, même si vous aviez fait la fondation après, donc c'est une... Moi, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup. Et le dernier, c'était encore la semaine dernière avec la fondation Georges Truffaut. Vous aimez bien le pot de départ ? Ils m'ont dit, on a le conseil d'administration, tu viens, on va te faire une surprise. Donc il y avait un énorme pot, encore des petits cadeaux. Ça n'arrête pas. Ils m'ont dit, ce coup-ci, c'est fini. Hein. Vous avez bien trouvé l'occasion d'en refaire encore. On va parler donc maintenant du bouleversement que ça peut avoir effectivement dans la vie de couple. On va revoir cette scène de vie entre Bruno et Dominique qui sont tous les deux fraîchement à la retraite. Regardez. Moi, j'ai besoin de temps, c'est pareil, l'an prochain, je m'occuperai plus des poules comme je le fais là. Eh ben, tu arrêtes les poules. Tu arrêtes, tu t'en occupes plus. C'est mes poules, et là encore, c'est mon projet. Donc, tu lâches les poules. Alors, tu me laisses, je te l'ai déjà dit, tu laisses les poules complètement. Tu ne t'en occupes plus du tout. Et je crois tu t'en occupes plus. Là, je peux parler. Oui. Là, il y a quand même une chose, c'est que moi, j'ai choisi de vivre à la campagne et d'avoir des animaux. Oui. Mais j'ai pas choisi. Moi, j'ai choisi d'avoir 5 poules. Ouais, ben moi non. Oui. J'en veux plus. Voilà. On peut trouver un compromis, peut-être. On va trouver le bon nombre de poules. Là, 200 poules, non, ça m'intéresse pas. Et t'as envie de quoi? Parce qu'une fois que c'est bien. Là, moi, je veux bien que ça passe. Tes projets pour ta retraite, que ça passe par j'élimine tout ce qui me plaît pas. Ok. Oui. Bon. Ça va peut-être pas suffire. Ah ben non, mais ça... Parce que d'éliminer des choses, c'est bien, mais après, tu vas mettre quoi à la place? Ça, il faudrait peut-être aussi se poser la question. Bon, en dehors de la discussion sur les poules, 5 poules ou 1000 poules, quand même se retrouver en tête-à-tête 24 heures sur 24 avec son conjoint quand on a tous eu des vies actives avant, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être compliqué. Alors quand même, là, on voit qu'il y a une discussion. Ça parle, voilà, ça discute. Un débat de fond. Mais alors, c'est vrai qu'il y a déjà des ajustements à faire. Déjà, quelques années auparavant, les enfants avaient quitté le nid et on s'était déjà retrouvés dans une vie à deux. Là, souvent, les couples, enfin l'homme et la femme, essayent de partir à la retraite en même temps. Et là, effectivement, c'est le tête-à-tête. Alors, sauf que les hommes et les femmes ne vivent pas les choses de la même façon et pas à la même vitesse. Les hommes vont avoir tendance à rester enfermés, en tout cas à se replier un peu sur eux-mêmes, alors que les femmes font plus facilement le lien entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule familiale. Elles l'ont toujours fait d'ailleurs, donc pour elles c'est assez simple. Et puis elles vont tisser des nouveaux liens, se faire de nouvelles relations beaucoup plus facilement, ce qui peut aussi provoquer une certaine jalousie dans les couples de la part du mari notamment. Alors il y a, je vais peut-être vous faire sourire, mais il y a un moment de la journée qui cristallise un petit peu, je dirais, tout ce qui se passe, tout ce qui se joue au sein des couples. Le déjeuner. C'est le déjeuner, exactement. On ne prend jamais ensemble normalement tout à fait. Dans la vie professionnelle. Exactement. Et donc... l'homme, comme il a un peu de mal à sortir, il va avoir tendance. Alors, tout ça, voilà, bien sûr, on caricature un petit peu, forcément. Il va avoir tendance à vouloir ritualiser ce moment. Et finalement, beaucoup de femmes vont se laisser
piégées, entre guillemets. C'est-à-dire que même les femmes les plus émancipées, qui ont un réseau, des tas de copines, elles vont se retrouver, un peu malgré elles, dans un rôle traditionnel de la femme qui nourrit son mari. Et à un moment donné, je pense que ça doit créer des tensions. C'est vrai qu'il faut que chacun trouve sa place. Et on le voit bien là dans ce témoignage que vous venez de diffuser. Finalement, chacun doit aussi prendre du temps pour soi, ce qui n'empêche pas. Alors, les psys suggèrent, après, je ne sais pas si c'est facilement réalisable, mais que chaque semaine, chacun propose à l'autre une activité qu'il va organiser, ce qui permet d'entamer de nouvelles conversations. Et puis, finalement... Ouais, ça a l'air de convaincre personne. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, effectivement, c'est un peu la théorie des psys. Bon, après, il faut voir comment on peut s'arranger avec ça. Exactement. Daniel, ça se passe comment avec votre épouse? Ça se passe très bien parce qu'on a tellement eu l'habitude de vivre chacun avec nos activités. Oui. On est totalement différents, donc très complémentaires. Ça fait 50 ans que je partage ma vie avec elle. Elle est extraordinaire. Elle m'a permis d'évoluer. Mais elle vous a permis en plus de voyager. De refaire des études sans jamais se plaindre. Elle a sa vie. Elle a ses activités. Elle a arrêté de travailler à quel âge, elle? Elle a arrêté à la retraite à 60 ans. Oui. Et sa passion, c'était quoi? Alors, c'est la reliure. Elle s'est mise à la reliure. D'accord. Et c'est sa passion, c'est la reliure. Ah, donc, elle fait de très belles reliures d'art qu'elle fait pour elle. Donc là, elle envisage tout. Vous savez, tous les livres de poche qu'on peut avoir depuis des années, c'est de les découper, de les recoudre, de les refaire, de mettre des couvertures. Et elle a toujours eu cette autonomie. Et c'était sûr que ça pouvait être un problème, cette retraite, quand le mari arrive et qu'il va se mettre les pieds sous la table, mais c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, on continue à ne pas prendre nos repas le midi ensemble. Parce qu'on a nos activités, et en fait, on prend nos repas le soir. C'est très sympa. Puis c'est encore plus sympa quand j'arrive à rentrer et tu fais la cuisine. Elle me dit, ça c'est bien, parce que quand on pense le temps qu'il faut pour faire la cuisine et la rapidité à laquelle on la mange, ça, c'est vraiment pas bien. Comment ça se passe pour vous? Alors nous, ça se passe admirablement. C'est à peu près le même cas que monsieur. C'est mon mari qui a toujours fait la cuisine. Parce qu'il a pris ce poste, nous avions 3 enfants, et bossant tous les 2, il fallait qu'ils prennent quelque chose. Et il a pris, parce que moi, c'était jambon sous vide, gruyère sous vide, salade sous vide. Donc il a dit, je prends le poste cuisine très rapidement. J'en ai été ravie. Et on a toujours dit qu'on était mariés pour le meilleur et pour le pire, sauf pour les déjeuners. Pareil, donc aucun problème. Et il a une retraite très active, lui, il fait quoi? Lui, il a une retraite active, mais très différente de la mienne. Nous sommes là aussi très différents, donc très complémentaires. Il assiste aux conférences que j'organise. Il va à d'autres conférences. Il a sa vie plus culturelle et plus, pas passive, mais il est très heureux de ce qu'il fait. Il s'occupe d'une propriété que nous avons et tout va bien. Béatrice, alors vous c'est un peu particulier parce que quand vous êtes arrêtée de travailler, votre mari travaillait toujours et vous aviez encore un enfant qui était au lycée. Oui. Qui a dû être ravi de voir sa maman toute la journée à la maison. Il était gâté. J'imagine. L'adolescent très content que maman soit là tout le temps. Et du coup, ça se passe comment? Maintenant, il est étudiant en Italie. Donc, pour mon mari, il est toujours en activité. Ouais. De temps en temps, il est en télétravail, alors donc il est un peu à la maison, mais il ne me voit pas beaucoup parce que moi, je suis tout le temps sortie. Donc, il est préparé au fait qu'il faudra qu'il trouve ses propres activités parce que je peux difficilement l'embarquer faire de la peinture ou de la céramique. Je peux difficilement l'emmener dans mon club de gym. Pas très gym, il pourra jouer au tennis, mais bon. Oui. Je peux difficilement l'emmener dans les accompagnements des seniors. Mais en revanche, je pense qu'on aura le thème du voyage pour pouvoir effectivement faire pratiquer cette activité. Et lui, il envisage comment d'occuper sa retraite? Il veut faire quoi? Pour l'instant, il n'envisage pas tellement. Donc, il n'a pas du tout préparé. Il faudrait vraiment qu'il le fasse. D'accord. Alors Serge, on a compris que votre épouse vous aidait beaucoup, vous accompagnait. Elle est kiné, elle travaille toujours? Alors oui, donc en plus d'avoir de la chance qu'elle soit kiné, en plus elle a 18 ans de moins que moi. Donc ça veut dire qu'elle est bien sûr encore en activité, elle le restera encore certainement assez longtemps. Donc là, le problème de la cohabitation ne se pose pas du tout. Elle n'est pas là de la journée? Elle n'est pas là de la journée. Si, par contre, elle rentre le midi, on a grand plaisir à se voir tous les midis. Et bien sûr, elle repart. Oui, donc voilà, comme quoi, il y a un peu de... Alors par contre, ça peut poser un autre problème, c'est-à-dire que celui quand même du décalage aussi, où j'ai bien sûr envie de repartir pour d'autres projets qui vont durer peut-être 14 mois, 15 mois, 16 mois. Et elle est un peu contrainte quand même
par son métier. Ah oui. Même si c'est une profession libérale, elle arrive à se libérer quand même plus qu'une profession de salarié, mais c'est quand même là une petite contrainte qu'on a. On se dit, voilà, il ne faut peut-être pas partir aussi longtemps parce que je ne pourrais pas t'accompagner aussi longtemps. Donc là, c'est un petit peu dans l'autre sens. On se dit, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, moi, elle est plus jeune, donc elle sera à la retraite dans quelques années. Donc là, vous nous l'avez dit, votre fils vous épaulait aussi. Tout à fait. Il est très présent. Les petits-enfants, ça se passe comment? C'est important, ça permet de se regrouper autour des petits-enfants? Oui, tout à fait. Enfin, pour l'instant, j'ai un petit-fils qui a un peu plus d'1 an. Ouais. Et bon, ça, c'est encore une nouvelle activité que j'ai découverte. Il faut dégager du temps pour... Oui, il faut dégager du temps, mais c'est surtout quand parce que parfois on me demande d'intervenir, mais tout de suite. Hein. Donc il faut que je bouscule quelques activités pour pouvoir m'occuper de mon petit-fils quand on me demande, quand il y a une urgence. Quoi. Ah oui, aujourd'hui, les grands-parents, ils sont un peu débordés. Ils ne sont pas toujours disponibles. Ça se passe comment, vous? Très bien, mais on me sollicite beaucoup, enfin assez, et je suis ravie. Donc ça me prend déjà tous les mercredis. Combien de petits-enfants? Et j'en ai 4. Oui. 4, mais qui sont à Paris, donc je les ai. Et je suis ravie. Alors les vacances, je découvre les vacances scolaires. Jusqu'à maintenant, il y a avec mes amis, parce qu'ils ont 6, 5, 2,5 et 2. Et mes amies ont été prises pendant les vacances scolaires. Je ne connaissais pas les vacances scolaires, mais ça y est. Vous connaissez toutes les dates Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu proposes? Alors j'ai dit, une semaine par vacances. Voilà. Donc, comme j'ai 2 fois 2, ça m'occupe pas mal. Pareil, les petits-enfants C'est pareil, seulement nous, nos petits-enfants sont plus loin. Donc j'ai eu des petits-enfants qui ont voyagé à travers le monde, donc ils viennent de rentrer seulement en France. Et puis l'autre est en Bretagne, donc on ne les voit pas trop souvent, mais quand on les voit, on est très content. Et donc c'est vrai que c'est nous qui faisons des propositions, et il faut convaincre les parents de nous les prêter. Voilà, c'est surtout ça. C'est un message que vous faites passer là. On ne tient pas à les avoir tout le temps, mais c'est de dire quand même peut-être pour les vacances scolaires, c'est pas mal. Très bon. Ou pendant les grandes vacances, 15 jours. Mais bon. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils pour conclure sur les ingrédients pour un passage heureux à la retraite quand même? Je ne sais pas s'il y a vraiment des recettes. Je crois qu'il y a beaucoup de façons d'être heureux à la retraite. On le voit à travers tous ces témoignages. Moi, j'ai envie peut-être de dire qu'il faut juste prendre son temps et ne pas se stresser sur cette question, qu'est-ce que je vais faire de mon temps en fait. Il ne faut pas organiser trop de choses d'emblée? Non, il ne faut pas organiser trop de choses d'emblée. Il faut d'abord se poser. Il faut décompresser aussi de cette vie professionnelle. Et puis, est-ce que les retraités angoissés de la retraite, est-ce que c'est justement pour éviter ce vide qu'ils prennent effectivement plein d'activités d'emblée parce que ça les angoisse de se retrouver face à eux-mêmes, quoi? Tout à fait. Mais je crois qu'en même temps qu'on ne peut pas faire l'économie de se retrouver seul face à soi-même. Mais simplement, il faut se donner le temps. Sans doute la première année, voilà, c'est celle-là où on va finalement réfléchir à quelle personne on a envie d'être. Avant de se poser la question de qu'est-ce que je vais faire, c'est un peu quelle personne j'ai envie d'être, et puis de trouver le bon équilibre entre son mari, ses petits-enfants, ses enfants, et puis soi-même et les activités qu'on a envie de faire. Je crois qu'il faut accepter l'idée que les cartes sont rebattues, mais que le jeu peut être vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Alors, je voudrais recommander votre livre, Serge Girard, avec Clément Brault, Philosopher en courant l'ultra-marathonien, c'est chez Fayard. On suivra la suite de vos défis. Également, je recommande aux futurs retraités d'aller regarder la web-série réalisée par la rédaction du magazine Notre Temps qui s'appelle « Le premier jour de ma nouvelle vie ». Des jeunes retraités y témoignent. Et puis moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission du Monde en face. Vous pouvez évidemment revoir ce documentaire Année zéro, enfin la retraite et le débat sur le site France TV. Passez une excellente fin de soirée sur France 5. À suivre le magazine C'est dans l'air, bien sûr. Et à la semaine prochaine. Au revoir.